Alors passons maintenant à l'exploitation du document 4 qui présente quelques phénomènes accompagnant la mobilité des plaques lithosphériques. Alors on constate que au niveau de la surface terrestre, les plaques lithosphériques donc, sont des plaques qui sont en mouvement. Alors il y a deux types de mouvements, soit des mouvements de divergence ou bien des mouvements de convergence. Dans les zones de divergence, il y a montée du magma vers la surface par l'intermédiaire de courants ascendants qu'on appelle les courants de convection, ce qui va entraîner la formation d'une croûte océanique. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'expansion des fonds océaniques. Voilà, donc vous avez montée du magma qui va se refroidir de part et d'autre en formant progressivement la croûte océanique, ce qui va donc entraîner l'éloignement des continents, le continent africain et le continent Amérique du Sud, et formation donc de l'océan Atlantique entre ces deux continents. Donc ça, c'est une zone de divergence entre les plaques lithosphériques. Deuxième type de zone qui limite les plaques lithosphériques, ce sont des zones où on a une convergence, un rapprochement des plaques. Alors la convergence peut être soit entre deux plaques continentales, comme le rapprochement entre l'Inde et l'Asie, ce qui a entraîné la formation d'une chaîne de montagnes dite chaîne de l'Himalaya. Voici un modèle qui présente cette chaîne de montagnes. Donc vous avez collision entre les deux plaques continentales, et là, entre les deux, on observe un vestige, un reste de l'ancien océan qui séparait les deux continents. C'est ce qu'on appelle le complexe ophiolithique. Donc là, vous avez l'emplacement, la région où se sont formées cette chaîne de collision, l'Himalaya. Donc vous voyez que la plaque indienne est en perpétuel mouvement vers le nord. Elle se rapproche de la plaque eurasiatique, donc ce qui a donné naissance à la formation de cette chaîne de montagnes dite chaîne de collision. Autre zone de convergence, de rapprochement entre les plaques lithosphériques, c'est le rapprochement entre la plaque océanique et une plaque continentale, entre l'Amérique du Sud par exemple et le Pacifique. Alors on constate que la plaque océanique plonge en profondeur sous la plaque continentale. C'est ce qu'on appelle une zone de subduction, d'où la formation d'une chaîne de montagnes dite chaîne de subduction. L'exemple, ce sont les Andes. Alors là, vous avez donc un modèle qui présente la formation de ce type de chaîne de montagne. Vous avez l'enfoncement suite aux forces compressives, enfoncement de la plaque océanique sous la plaque continentale, ce qui aboutit à la formation d'une fosse, la fosse océanique, et cette subduction est accompagnée par une éruption volcanique, formation d'un volcanisme explosif. Là, vous avez donc la carte qui représente donc le rapprochement entre la plaque Amérique du Sud et la plaque du Pacifique, ce qui aboutit à la formation donc de ce type de chaîne de subduction. D'accord? Alors passons maintenant au document suivant. Alors, donc, on va commencer l'étude de ces chaînes de montagnes, dites chaînes de montagnes récentes, et leurs relations avec la tectonique des plaques. Commençons par une activité introductive. Là, vous avez donc une image d'une chaîne de montagne. D'accord? Là, vous avez chaîne de montagne, mais où on voit très bien des déformations tectoniques qui ont affecté cette chaîne de montagne. Ce sont des plissements. D'accord? Alors, ce sont des plissements donc, qui affectent. On peut avoir d'autres types de chaînes de montagne. Alors, quelles sont donc, à partir de toutes ces analyses, les questions que l'on peut poser? Première question, quels sont les types de chaînes de montagne récentes et comment se forment-elles? Deuxième question, quel est le lien entre les déformations tectoniques et la formation des chaînes de montagne? Troisième question, quels sont les autres phénomènes géologiques qui accompagnent la formation des chaînes de montagne? Alors, on va commencer par la première question, quels sont les différents types de chaînes de montagne et comment
se forment-elles? Alors, on va commencer donc par l'activité 1, la relation entre les chaînes de montagnes récentes et les limites des plaques lithosphériques. Document 1 présente la répartition des chaînes de montagnes récentes dans le monde. Alors, lorsqu'on parle de chaînes de montagnes récentes, c'est-à-dire des chaînes de montagnes qui ont commencé leur formation à partir de la fin de l'ère secondaire et le début de l'ère tertiaire. Alors, ces chaînes de montagnes forment deux ceintures. Première ceinture orientée nord-sud. Deuxième ceinture orientée presque est-ouest. Alors, cette première ceinture, longe la côte ouest des Amériques et bien sûr, elle se trouve entre les Amériques et l'océan Pacifique. Ce sont les chaînes des Andes. La deuxième ceinture orientée est-ouest, alors on y trouve au nord du Maroc le Rif, les Alpes, qui résultent du rapprochement de l'Afrique avec l'Europe, et l'exemple dont nous avons parlé tout à l'heure, l'Himalaya, qui résulte de la collision entre l'Inde, qui s'est déplacée vers le nord, et l'Asie. D'accord? Alors, quel lien y a-t-il entre la répartition de ces chaînes de montagnes récentes et la tectonique des plaques? C'est ce que nous allons découvrir à travers le document 2. Document 2 présente une carte représentant les limites des plaques lithosphériques. Donc, voici les différentes plaques dont nous avons parlé dans notre rappel. Plaque eurasiatique, la plaque africaine, la plaque Amérique du Sud, donc elle comporte partie continentale et partie océanique, la plaque nord-américaine, etc. Alors, on constate que ces plaques, donc, ce sont des zones peu actives, mais qui sont limitées par des marges qui sont très actives. Les sismiques, on a une intensité sismique importante et un volcanisme important. Alors, on remarque qu'au niveau de ces zones, ces marges actives, on a deux types de mouvements, soit des mouvements de divergence, éloignement, soit des mouvements de convergence. D'accord? Alors, les chaînes de montagne se forment là où il y a convergence entre deux plaques lithosphériques. Vous avez donc les chaînes dont on a parlé tout à l'heure, et également au niveau de cette région où on a donc la cordillère des Andes. D'accord? Donc, la formation des chaînes de montagne donc, est en relation avec la dynamique des plaques lithosphériques qui contribuent donc à leur formation. D'accord? Alors, donc, on distingue trois types de chaînes de montagne, les chaînes de subduction, tel est le cas des Andes, les chaînes de collision, le Rif, l'Himalaya et les Alpes. Et il y a un autre type de chaîne de montagne, récente bien sûr, ce sont les chaînes d'obduction. Alors l'exemple modèle, c'est celui de la montagne des Hajar dans la région de Roumanie. D'accord? Alors nous, on va commencer par l'étude des chaînes de subduction. Alors les Andes, on va prendre les Andes comme modèle. Alors d'abord, voyons quelques caractéristiques de ces chaînes de subduction. Alors, caractéristiques d'abord morphologiques des zones de subduction. Alors, la cordillère des Andes, c'est une chaîne de montagnes qui longe la côte ouest des Amériques. Alors, elle s'étend sur une distance à peu près de 7000 km et s'élève à une altitude moyenne de 4000 mètres. Alors, au niveau de cette chaîne de subduction, on observe la formation de ce qu'on appelle une fosse océanique, c'est-à-dire une région où une plaque lithosphérique océanique plonge en dessous de la plaque continentale, donc présence d'une fosse océanique à ce niveau-là. Deuxième document, alors c'est un document qui me présente maintenant des caractéristiques géophysiques des chaînes de montagne. Alors, essayons donc d'exploiter la figure A de ce deuxième document. Alors, cette figure présente la répartition des foyers sismiques dans cette zone de subduction. Alors, qu'est-ce qu'on constate à propos de cette répartition? Elle est disposée de manière inclinée. Les foyers sont de plus en plus profonds selon un plan incliné de 10 à 30 degrés.
qu'on appelle le plan de Benioff. D'accord? Alors cette inclinaison, ça montre bien qu'il y a un enfoncement d'une croûte océanique sous la croûte continentale. Et la zone où il y a le contact entre ces deux plaques, ça donne naissance à des séismes qui sont répartis donc de manière inclinée. Deuxième document, c'est la figure B, alors qui présente la variation des isothermes, c'est-à-dire des courbes qui regroupent tous les points ayant la même température. Alors, qu'est-ce qu'on constate à propos de la répartition de ces isothermes? Alors, la température, comme vous voyez ici, elle augmente avec la profondeur. Et lorsqu'on est là, vous avez donc, c'est la fosse océanique. Lorsqu'on est loin de cette fosse, alors qu'est-ce qu'on constate à propos de la disposition de ces courbes? Elles sont parallèles et horizontales. Alors, lorsqu'on se dirige vers la fosse, ces isothermes s'inclinent en profondeur. Alors, prenons par exemple un exemple. Si on est par exemple à cette profondeur ici, quelle est la température qui règne à ce niveau-là? Alors, température, alors si on suit cet isotherme, c'est de 1200 degrés Celsius. D'accord? Mais lorsqu'on se rapproche de la fosse, la température n'est plus que de 800 degrés. Donc, à une même profondeur, au niveau de la fosse, la température elle est beaucoup plus basse que lorsqu'on s'éloigne de cette fosse. Alors, ça montre quoi? Ça montre que là, vous avez des matériaux qui sont plus froids. Plus froids, plus denses, c'est pour cela donc qu'ils s'enfoncent en profondeur. D'accord? Document maintenant figure C, alors qui présente le flux thermique au niveau de la fosse et au niveau de la cordillère des Andes, au niveau des arcs volcaniques, des chaînes de volcans qui se trouvent près de la fosse. Alors, au niveau de la fosse, le flux thermique diminue. Donc, on parle d'anomalie négative. Pourquoi? Parce que au niveau de la fosse, comme on vient de le voir tout à l'heure, les matériaux sont froids. Donc, il y a une diminution de la température. Au niveau de la cordillère des Andes, donc vous avez une augmentation du flux thermique, donc une anomalie qui est positive, due aux éruptions volcaniques qui se déroulent dans cette région ici. D'accord? Donc, caractéristiques géophysiques, vous avez donc disposition de foyers sismiques qui sont nombreux en profondeur, qui augmentent, qui se disposent selon un plan incliné sous le continent américain. Et vous avez donc des roches qui sont plus froides au niveau de la fosse. Et cette température basse de ces roches augmente leur densité, ce qui va entraîner donc leur enfoncement sous la plaque continentale. Donc là, on parle d'anomalie négative. Mais lorsqu'on s'éloigne vers le continent américain, on a donc une anomalie positive due aux éruptions volcaniques qui accompagnent ce phénomène de subduction. Document 3 maintenant, qui présente les caractères structurels et tectoniques des chaînes de montagnes de subduction. Alors, vous avez une première coupe géologique dans les Andes péruviennes. Alors, en observant cette coupe, on a une structure en éventail, caractérisée par la présence de nombreuses cassures qu'on appelle des failles. Alors, une faille, c'est une cassure, mais qui est accompagnée d'un déplacement des compartiments. Lorsqu'il y a un rapprochement, ça donne ce qu'on appelle des failles inverses. Et ces failles affectent de nombreux plis. Alors, les failles se forment lorsque les roches sont dures. Donc, ce sont des matériaux cassants qui, lorsqu'ils sont affectés par des forces compressives, donnent naissance à des failles inverses. Mais lorsque les matériaux sont plutôt ductiles, alors là, on a formation de plissement. Donc, faille inverse, plissement, et également, qu'est-ce qu'on observe là-bas? On a un volcanisme andésitique. D'accord? Donc, tout ça, ça caractérise donc les zones de subduction. Deuxième coupe qui a été réalisée dans une autre région, au niveau des Andes, bien sûr, du Chili centre-Argentine. Alors là, donc, vous avez des roches qui ont été
détachés et déposés à ce niveau-là. Ce sont des chevauchements des matériaux, des unités structurales, donc qui se déplacent sur des kilomètres pour se déplacer dans d'autres régions. Donc vous avez des chevauchements. Et au niveau de la zone où il y a contact entre la plaque océanique et la plaque continentale, il y a formation de ce qu'on appelle un prisme d'accrétion. C'est ici. Alors, qu'est-ce qu'un prisme d'accrétion? Alors, sous l'action des forces compressives, la croûte océanique subit un arrachement de matériaux, ce qu'on appelle un écaillage de sédiments marins qui vont s'entasser, s'empiler dans cette région. D'accord? Donc, ce sont des matériaux océaniques arrachés et qui s'empilent pour former ce qu'on appelle un prisme d'accrétion. C'est un indice de force de compression entre la plaque continentale et la plaque océanique. Alors, document 4 présente les caractéristiques pétrographiques des roches des zones de subduction. Alors, dans la zone de subduction, on trouve 3 types de roches. Roches dites andésite, péridotite et granodiorite. Alors, pour l'andésite, c'est une, voilà, vous avez un échantillon de roche ici, et là vous avez une coupe mince observée sous un microscope appelé microscope polarisant. Ça montre les cristaux qui constituent cette roche. Alors là, vous avez un schéma réalisé à partir de cette observation microscopique. Alors on distingue combien de types de cristaux. Il y en a qui sont de grande taille, il y en a qui sont de petite taille, il y a une partie qui n'est pas cristallisée. Donc ces gros cristaux, ce sont ce qu'on appelait tout à fait au début les phénocristaux et qui se forment au niveau de la chambre magmatique. Lorsque le magma arrive au niveau de la cheminée, formation de petits cristaux, vu l'augmentation de la vitesse de montée, et le reste du magma en surface se refroidit très brutalement et reste sous forme d'une pâte non cristallisée, une pâte amorphe. Donc on a ici ce qu'on a appelé une structure microlithique. Ce qui signifie que l'andésite est une roche volcanique qui arrive en surface à travers les volcans. Deuxième type de roche, la péridotite. La péridotite constituée de certains minéraux, l'olivier, la pyroxène. Alors vous voyez que ces minéraux, en lamince, apparaissent les uns à côté des autres. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de pâte entre les cristaux. Donc c'est une structure dite structure grenue, car la roche est complètement cristallisée. C'est ce qu'on observe ici. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de pâte non cristallisée entre les cristaux. Tout est cristallisé. Alors cela montre que cette roche s'est formée entièrement en profondeur. C'est une roche magmatique, mais qui est plutôt plutonique ou roche endogène, qui se forme entièrement en profondeur suite à un refroidissement très lent du magma. Troisième type de roche, donc vous avez la granodiorite, formée par des minéraux tels que le quartz, le plagioclase, la biotite et l'amphibole. Là, la lamince montre également des cristaux, elle est entièrement cristallisée, donc structure grenue, c'est ce qu'on observe à travers ce schéma. D'accord? Donc ça, c'est également une roche d'origine plutonique. Donc vous avez deux types de roches, une roche volcanique à structure microlithique, et vous avez des roches qui sont plutoniques, roches de profondeur à structure grenue. Donc voici les 3 types de roches que l'on rencontre dans une zone de subduction.